Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Pour prendre la sortie, je dois mettre mon clignotant droit. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, effectivement, on est sur un carrefour à sens giratoire. Donc, pour prendre la sortie, je vais devoir mettre mon clignotant droit. Cependant, c'est pas suffisant. Pour sortir du giratoire, il faut faire le contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche. Ensuite, contrôle droit, rétro-droit, angle mort droit. Et là, je pourrai sortir. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Le feu est rouge. Les cyclistes peuvent tourner à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, regarde juste ici, au-dessus du feu rouge, on a un panneau. Alors, ce panneau-là, il fait partie de ce qu'on appelle les panneaux à vélo. Alors, ces panneaux à vélo, il faut absolument que tu les connaisses pour passer ton code de la route. Alors, c'est quoi les panneaux à vélo? Bah, tu as par exemple les accès interdits aux cyclistes, les obligations de pistes et de bandes cyclables, les indications de pistes et de bandes cyclables, les voies réservées aux bus autorisées aux cyclistes, les zones de rencontre, les doubles sens cyclables et les débouchés de vélo. Et enfin, tu as donc ce panneau qu'on appelle un céder le passage cycliste. Bon, on les appelle aussi tourne gauche, tourne droite, ça dépendra du moniteur que tu auras. Alors, si tu regardes bien, ce panneau, c'est quoi en fait? Bah, ce panneau, c'est un panneau céder le passage. Donc, ce panneau qui est réservé au vélo impose au vélo de céder le passage. Cependant, à l'intérieur, on a un petit vélo avec une flèche de direction. Tout droit, à gauche, à droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le feu est rouge, même si le feu est rouge, tu as le droit d'emprunter la direction indiquée. Par exemple ici, à droite. Cependant, c'est un panneau céder le passage. Donc, il faudra que tu cèdes le passage. Mais à qui il faudra que tu cèdes le passage? Alors, il faudra que tu cèdes le passage tout d'abord aux piétons et aussi aux véhicules motorisés que tu rencontreras. Par exemple, dans ce cas-là, si tu veux tourner à droite, il faudra tout d'abord laisser passer les piétons, s'il y en a, mais également les véhicules motorisés que tu rencontreras dans l'intersection. Donc, ici, est-ce que les cyclistes peuvent tourner à droite? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je serre le bord droit de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, juste devant toi, à gauche, tu vois, il y a un cycliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur une rue à double sens cyclable. Effectivement, dans ce cas-là, je me sers au maximum à droite pour pouvoir laisser passer le vélo. La bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 4. Le véhicule à ma gauche roule lentement. Je le dépasse en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un véhicule donc sur la voie de gauche qui roule lentement. Moi, je suis sur la voie centrale. Est-ce que je peux le dépasser en restant sur ma voie? Eh bien non. Pourquoi je ne peux pas le dépasser en restant sur ma voie? Car si je le dépasse en restant sur ma voie, je vais le dépasser par la droite. Or, c'est strictement interdit de dépasser un véhicule par la droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Dans cette situation, si le véhicule à gauche roule lentement, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire que rouler lentement sur la voie de gauche? Est-ce que vous connaissez la vitesse minimale autorisée sur la voie de gauche? Bon, si vous ne le savez pas, je vous conseille vraiment d'aller sur la plateforme pédagogique, car c'est le B.A.B.A. C'est pas grave si vous ne le savez pas, vous êtes en processus d'apprentissage, vous apprenez, mais au minima, vraiment, apprenez votre code de la route, car c'est du code de la route niveau 0. Alors, un véhicule lent sur la voie de gauche, c'est un véhicule qui roule à moins de 80 km/h. Vous vous mettez derrière lui, d'accord? Et vous mettez votre clignotant gauche afin qu'il voit que vous souhaitez le dépasser. S'il ne vous voit pas, vous pouvez ajouter à cela des appels de phare. Bien sûr, hein, tout en conservant la distance de sécurité. Hein, ne le collez pas. Après ça, vous le laissez se rabattre sur la voie centrale et là, vous allez pouvoir le dépasser. Donc, ici, est-ce que je le dépasse en restant sur ma voie? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Je peux rouler à. Réponse A, 30 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 70 km/h. Réponse D, 80 km/h. Alors, peu importe la route dans laquelle je circule, si ma visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Comme le montre ici le document que vous trouverez dans l'information. Donc,
je peux également rouler à 30 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 6. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je laisse un écart de A, 1,50 m, B, 1 m. Alors, pour dépasser un vélo en agglomération, il faut laisser un écart de 1 mètre entre notre véhicule et le vélo. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. La fatigue allonge le temps de réaction. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, le temps de réaction pour un être humain en état normal est de 1 seconde. Ce temps de réaction peut augmenter selon plusieurs facteurs. Par exemple, la prise d'alcool, la prise de médicaments, la prise de stupéfiants, mais également un état de fatigue prononcé va rallonger le temps de réaction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Je suis sur autoroute. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, est-ce que ma distance de sécurité est bonne ? Là, c'est vraiment une question de cours, hein. On a vu ça plusieurs fois dans la formation. Donc, pour savoir si la distance de sécurité est bonne, on regarde les lignes de rive à droite. Donc, on a bien ici à peu près 2 lignes de rive qui nous séparent avec le camion. Donc, la distance de sécurité est bonne. Est-ce que je peux dépasser le camion ? Plusieurs choses. Déjà, regardez le compteur de la voiture. Je suis à 110 km/h. Alors que le camion, lui, roule à 90 km/h maximum. Donc il y a plus de 20 km/h de différence entre nous et le camion. En plus, quand on regarde le rétro gauche et le rétro intérieur, il n'y a personne à l'horizon. Donc effectivement, je peux dépasser le camion. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 9. Mon véhicule n'a pas de place arrière. Je peux transporter, réponse A, un adulte, réponse B, un enfant de 9 ans, réponse C, un enfant sur un siège à coque face à la route. Alors, j'adore cette question parce que ça montre si oui ou non vous connaissez bien le code de la route. D'ailleurs, par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un siège à coque, ça va être compliqué de répondre à cette question. Bon, c'est pas grave, hein, vous êtes là pour apprendre, vous êtes dans un processus pédagogique, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà revenir sur la réglementation. Il faut que tu saches que y a 2 catégories de passagers. Tu as les passagers de plus de 10 ans et les passagers de moins de 10 ans.
Alors, les passagers de plus de 10 ans, eux, peuvent s'installer sur les places arrière et sur les places avant d'un véhicule. Par contre, les passagers de moins de 10 ans, eux, ça va être vraiment différent. Premièrement, ils devront être installés sur des sièges adaptés répondant à une certaine homologation. C'est ce qu'on va voir après. En plus de ça, les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas s'installer à l'avant d'un véhicule. Ils sont obligés d'être installés à l'arrière. Par contre, il y a 3 exceptions. Donc, tu peux installer un enfant de moins de 10 ans à l'avant si le véhicule ne dispose pas de place arrière, si toutes les places arrière sont déjà occupées par des enfants de moins de 10 ans, et si tu utilises un siège à coque, alors un siège à coque c'est ça, que tu places dos à la route et en désactivant l'airbag passager. Alors, pour répondre à la question, il faut revenir à quels sont ces sièges adaptés pour les enfants de moins de 10 ans. Alors, ces sièges adaptés répondent à une réglementation qui va découler une homologation. Alors, il existe 2 homologations pour les sièges enfants. Vous avez l'ancienne homologation, qu'on appelle l'homologation R44. Tiens, d'ailleurs, je vous ai mis ici l'étiquette qu'il y a sur ces sièges. Donc, vous voyez bien, il y a marqué en bas R44. Et cette homologation classifie les sièges selon le poids de l'enfant. Vous voyez ici, il y a marqué 9 kg, 18 kg. Ça, c'est l'ancienne réglementation, on ne va pas en parler. La nouvelle réglementation, elle, c'est ce qu'on appelle la réglementation R129. Donc, si vous regardez bien, ici, c'est l'étiquetage qu'il y a sur les sièges de cette homologation. Donc, il y a bien marqué ici le numéro de l'homologation, 129, et cette homologation classifie les sièges selon, cette fois-ci, la taille de l'enfant. Et regardez ici, il y a marqué quoi ? 100, 150 cm. Alors, dans cette homologation, il existe 3 grands types de sièges pour enfants. Tout d'abord, vous avez le siège à coque qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce siège à coque, c'est pour les enfants qui mesurent jusqu'à 83 cm. Ce siège à coque, vous pouvez le placer à l'arrière du véhicule face à la route, mais également à l'avant du véhicule, à condition qu'il soit placé dos à la route et que l'airbag passager soit désactivé. Ensuite, vous avez le siège qu'on appelle baquet, qui sont adaptés pour les enfants qui ont une taille allant jusqu'à 1 mètre. Ces sièges baquets, vous pouvez seulement les installer à l'arrière du véhicule, donc face à la route. En dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle le siège avec dossier. Ça, c'est pour les enfants de moins de 10 ans qui mesurent plus de 1 mètre. Ce siège-là, vous pouvez les placer à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule. Par exemple, si les sièges arrière sont déjà occupés par des enfants de moins de 10 ans ou si la voiture ne dispose pas de siège arrière. Alors attention, ce siège-là, vous n'avez pas le droit de le placer dos à la route. Ce siège-là, il faut le placer face à la route. Et il faut activer cette fois-ci l'airbag passager, contrairement au siège à coque. Donc maintenant que vous savez tout ça, pour répondre à la question, regardez bien la question. Il y a écrit « Mon véhicule n'a pas de place arrière ». Donc on est dans la condition où ce véhicule ne dispose pas de place arrière. Est-ce que je peux transporter un adulte ? Alors ça oui, un adulte peut aller n'importe où, à l'avant, à l'arrière. En plus ici, l'airbag passager est activé. Donc oui. Est-ce que je peux transporter un enfant de 9 ans ? Bah oui, pourquoi ? Bah parce que mon véhicule n'a pas de place arrière. On est dans une des exceptions à la règle. Et en plus de ça, regardez, l'airbag est activé. Donc, la réglementation, là, elle est totalement satisfaite. Est-ce que je peux placer un enfant sur un siège à coque face à la route ? Bah non. Alors déjà qu'on n'a pas le droit d'installer un siège à coque à l'avant face à la route, c'est dos à la route. Et en plus, regardez ici, l'airbag passager est activé. Donc on a 2 fois pas le droit.
Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 10. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est hors agglomération sur des routes de montagne. Devant nous, on a un virage très sinueux avec zéro visibilité. Donc, pour marquer ma présence auprès des autres usagers, je klaxonne. Il est interdit de klaxonner seulement en agglomération. Hors agglomération, dans ces cas-là, il faut klaxonner. Ensuite, bien sûr, pour entreprendre ce virage, je vais ralentir. Donc, les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 11. Le système eCall permet de géolocaliser le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le système eCall est un système en fait de sécurité qui permet d'appeler les urgences en cas d'accident et aussi de vous géolocaliser. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Dans cette situation, réponse A, je change de voie immédiatement. Réponse B, je freine brusquement. Réponse C, je me prépare à changer de voie. Alors ici, comme tu le vois, au loin, on a un véhicule d'intérêt général qui nous oblige, il y a un panneau d'obligation, à prendre la voie de gauche. Cependant, comme tu peux le voir, il y a des véhicules sur ma gauche et surtout, il y a un véhicule qui est en train de me doubler, comme on peut le voir dans le rétroviseur gauche. Donc surtout, je ne freine pas brusquement, cela n'a aucune utilité. Je ne change pas de voie immédiatement. Je me prépare à changer de voie. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 13. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois réponse A, protéger, secourir, alerter. Réponse B, protéger, alerter, secourir. Dans ce cas, la personne est inconsciente. Afin de la secourir, réponse C, je retire son casque. Réponse D, je l'écarte de la chaussée. Alors, si vous êtes témoin ou partie prenante d'un accident avec dommages corporels, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. P-A-S. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, ici, on est dans le cas d'un motard inconscient. Alors, surtout, lorsque vous avez affaire à un motard, ne jamais retirer son casque.
Vous pouvez par exemple, afin qu'il respire mieux, vous pouvez relever la visière, mais ne jamais retirer le casque. Est-ce que je l'écarte de la chaussée? Non, la personne est inconsciente, donc il ne faut jamais écarter une personne vers le bord de la route si elle est inconsciente. À part risque de suraccident, bien sûr. Mais dans les cas généraux, on ne fait pas ça. La victime est inconsciente, donc la bonne chose à faire ici, c'est de la mettre en PLS, donc en position latérale de sécurité. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 14. Cette balise signale A. Un passage à niveau à 150 mètres. B. Un virage dangereux. C. Un obstacle. Alors, un passage à niveau sera représenté par une balise, un petit poteau blanc avec des traits rouges pour indiquer la distance du passage à niveau. Un virage dangereux, quant à lui, sera représenté par ce qu'on appelle une balise à chevron, alors qu'un obstacle sera représenté par cette balise, un petit poteau blanc avec des bandes bleues. La bonne réponse est donc la réponse C. Question numéro 15. Dans cette situation, A. Je klaxonne par sécurité. B. Je ralentis. C. Je maintiens mon allure. D. Je me prépare à m'arrêter. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a un cycliste sur la voie. Il a l'air de vouloir traverser la rue. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais il a l'air de vouloir traverser la rue parce qu'on a un indice. C'est qu'il est au niveau du passage piéton. Il a le guidon tourné vers la gauche. On peut penser qu'il peut vouloir traverser la rue. De plus, il y a un chien juste derrière lui. On a l'impression qu'il le suit. Et ce chien, vu sa direction, donne l'impression de vouloir également traverser la rue. Donc on a quand même deux usagers avec des zones d'incertitude différentes, dont le chien qui a une très grande zone d'incertitude avec des mouvements complètement aléatoires. Donc ici, il faut déjà ralentir pour avoir le temps d'observer la situation. Et aussi, je me prépare à m'arrêter, car on a deux usagers avec deux zones d'incertitude différentes, dont un usager avec une zone d'incertitude très large, qui est le chien. Donc les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 16. Ces deux piétons ont la même zone d'incertitude. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors ici, on a à gauche une personne, on va dire, plutôt âgée, et à droite, une personne plutôt jeune. Donc ce sont deux usagers de type différents, avec des zones d'incertitude, donc différentes. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 17. Avec un coffre sur le toit, ma consommation augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh bien, tout ce qui va amener à alourdir le véhicule va augmenter la consommation, tout simplement. Que ce soit des bagages ou des coffres sur le toit ou une remorque, par exemple. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. J'ai la priorité à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau est un panneau de route prioritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toute la route dans laquelle tu es, tu seras prioritaire à chaque intersection jusqu'à ce que tu vois le panneau de fin de priorité. Donc, à la prochaine intersection, tu seras prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. La prise de médicaments peut être déconseillée pour la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en effet, certains médicaments vont avoir certains effets qui seront très préjudiciables pour la conduite, notamment des effets sédatifs, c'est-à-dire d'endormissement. C'est pourquoi, à l'arrière des boîtes de médicaments, vous avez des pictogrammes. Des pictogrammes. Alors, vous avez le pictogramme de type 1, le pictogramme de type 2 et le pictogramme de type 3 qui vous indiquent la marche à suivre pour la conduite. Et donc, il y a même certains médicaments, comme les médicaments de niveau 3, où il faut avoir l'avis d'un médecin pour pouvoir conduire. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, croisement, réponse B, route. Alors, ici, on roule de nuit en agglomération éclairée. Donc, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Je roule en feu de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Le feu clignote à l'orange. Je vais devoir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos que lorsqu'un feu clignote à l'orange au milieu, c'est qu'il est en panne. Étant donné qu'il est en panne, alors c'est la priorité à droite qui régit l'intersection. Cependant, il y a une particularité. Pourquoi ? Parce que sur ce panneau est affiché un panneau de priorité. Et ce panneau indique que tu as la priorité à la prochaine intersection. En fait, il y a une particularité. Lorsque le feu est en panne et qu'il a un panneau de priorité attaché à lui, alors ça veut dire qu'il remplace le feu. Ça veut dire qu'il te donne en fait le régime de priorité dans le cas où le feu est en panne, comme on peut le voir ici sur la photo. Alors, c'est pour ça que c'est important de se former, parce que parfois vous pensez connaître quelque chose, mais vous ne le connaissez pas dans son intégralité. Et encore là, on a vu juste une petite partie, on va dire, des connaissances sur les feux orange clignotants et des panneaux qui peuvent s'y trouver, et d'autres choses encore. Hein. Donc, c'est vraiment une toute petite partie. Hein. D'où l'importance de se former, parce que parfois on croit connaître des choses, mais on les connaît pas, en tout cas pas en totalité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Je circule sur route à chaussée séparée, avec mes feux de réponse A, route, réponse B, croisement. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 110 km/h. Alors ici, comme il y a du brouillard, on va rouler en feu de croisement, mais également en feu de brouillard avant et arrière. Interdit de rouler ici avec les feux de route. Concernant la vitesse maximale autorisée, étant donné qu'on est sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Cependant, il y a du brouillard et sur route à chaussée séparée, comme le montre ce document, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h si la visibilité est inférieure à 50 mètres. Alors, comment savoir si la visibilité est inférieure à 50 mètres ? On voit très bien ici sur les lignes de rive qu'on ne voit pas plus loin que cette ligne de rive-là. Très bien, mais quelle est la longueur de cette ligne de rive ? Ça, c'est vraiment du court. Donc, sur une route à chaussée séparée, la ligne de rive fait 20 mètres et l'interligne fait 6 mètres. Donc ici, on ne voit pas au-delà de 26 mètres. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 23. Je peux empiéter sur la voie du tramway pour contourner le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, devant nous, on peut apercevoir une voiture donc grise qui est mal garée. Donc là, si je reste sur ma voie, il y a des chances pour que je percute ce véhicule. Alors, avant d'emprunter momentanément la voie du tramway, déjà je regarde si il y a un tramway sur la voie ou peut-être une voiture qui veut me dépasser. Alors, lorsqu'on regarde le rétroviseur extérieur gauche, on voit qu'il n'y a rien, ni tramway, ni voiture. Donc je peux empiéter de manière momentanée sur la voie de tramway pour pouvoir
dépasser le véhicule mal garé. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Question numéro 24. En état de somnolence, le risque d'accident est multiplié par réponse A, 3 à 4, réponse B, 9 à 10. La fatigue est responsable d'un tiers des accidents de la route. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, c'est une question vraiment de cours, donc vous retrouverez ce document dans la formation, un document que je vous partage. Donc effectivement, le risque d'avoir un accident en état de somnolence est multiplié par 3 ou 4. Et il faut savoir aussi que la fatigue est un facteur d'accidentologie assez important car elle représente un tiers des facteurs d'accident. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 25. Pour conduire, la boîte de vitesse doit être placée. Réponse A en N, réponse B en D. Alors ici, tu vois, on est dans une voiture à boîte automatique. Alors, chaque lettre a une signification. Les lettres sont en anglais, ça il faut le savoir. Alors, le P, c'est pour parking. Ça, c'est quand tu es en stationnement. Le R, c'est pour reverse. Ça, c'est pour la marche arrière. Le N, c'est pour neutral. Ça, c'est le point mort. Le D, c'est pour drive. Ça, c'est pour conduire. Et le S, c'est pour séquentiel. Ça, c'est si ta voiture a une boîte séquentielle. Donc, ici, pour conduire, il faut placer la boîte de vitesse sur D. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours, et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. En période probatoire, j'ai perdu 3 points après une infraction. Je dois effectuer un stage après avoir reçu la lettre 48N. Dans les 4 mois ? Réponse A. Dans les 3 mois ? Réponse B. Je récupère 2 points par an jusqu'à la fin de mon probatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D.
très important pour les personnes en probatoire. Si vous perdez 3 points ou plus, alors vous serez obligé d'effectuer un stage. Alors ce stage devra être réalisé dans les 4 mois après réception de la lettre 48N. Il faut aussi que tu saches une chose très importante. Si tu as commis une infraction durant ta période probatoire, alors tu ne pourras récupérer aucun point par an. C'est-à-dire que les 2 points ou les 3 points si tu es en conduite accompagnée que tu récupérais tous les ans, eh ben c'est fini. Tu ne les récupères plus. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 27. L'indicateur de vitesse est en panne. Je risque une contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, il est interdit de rouler avec un indicateur de vitesse en panne. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Adopter une éco-conduite, c'est réponse A, rouler plus vite. Réponse B, préparer son itinéraire. Réponse C, limiter la climatisation. Réponse D, alléger le véhicule. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours basique qu'on a vu plusieurs fois et dans les vidéos YouTube, surtout dans la formation. Donc l'éco-conduite, c'est une question récurrente, hein. Vous avez en général 2 à 3 questions sur l'éco-conduite dans les tests officiels, comme celui-ci. Donc je vous incite fortement à vous former, même autre part. Mais formez-vous, on a mis en place la plateforme en ligne, allez-y. Il y en a pour tous les budgets, vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment, tout le monde peut se former. Donc ici, je vous montre donc un des documents qu'il y a dans la formation sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conduite. En tout cas, quels sont les dispositifs à mettre en place pour avoir une éco-conduite. Donc il y en a 10, hein, il y a 10 dispositifs à mettre en place. Notamment donc préparer son itinéraire, limiter la climatisation, alléger le véhicule. Par contre, rouler plus vite, non. Ça, c'est le contraire d'une éco-conduite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 29. Ce conducteur vient de se garer. Il doit poser un disque de stationnement sur son tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, ici on a plusieurs indices. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez qu'il est bleu. Donc s'il est bleu, ça veut dire qu'on est dans une zone de stationnement bleue. Donc à durée limitée par disque. De plus, si vous regardez la signalisation verticale, on a ce panneau de fin de zone qui indique une fin de zone de stationnement limitée. Donc, comme c'est un panneau de fin de zone, c'est que, donc, avant ce panneau, on est dans une zone de stationnement limitée. Donc, ici, ce conducteur devra poser un disque bleu sur lequel il devra indiquer son heure d'arrivée sur son tableau de bord. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Je viens tout juste d'acheter un véhicule neuf. Le prochain contrôle technique sera dans
A. 2 ans. B. 4 ans. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours et c'est une question redondante dans les examens nouvelle réforme. Donc, lorsque c'est un véhicule neuf, c'est 4 ans. Après les 4 ans, bah, c'est tous les 2 ans. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Je cède la priorité à droite aux véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, tu vas me dire, le véhicule vient de droite, je cède la priorité à droite. Je lui cède donc la priorité. Alors, oui, mais le problème, regarde bien les lignes de rive. En fait, il y a toujours des lignes de rive au niveau de là où la voiture noire est. Il y a toujours des lignes de rive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la route continue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, ce véhicule sort d'une voie privée. Et s'il sort d'une voie privée, alors il n'y a pas de priorité à droite. C'est toi qui as la priorité. Et pas le véhicule qui sort d'une voie privée. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 32. Le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce contexte, je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça c'est un point qu'on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos YouTube et également donc dans l'information. Alors est-ce que le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste ? Comme vous le voyez ici, on a une ligne blanche. Donc est-ce que lorsqu'on a une ligne blanche, on peut dépasser un cycliste ? Bon, la réponse est oui, mais à plusieurs conditions. Rappelez-vous, il y a une nuance entre franchissement et chevauchement. C'est-à-dire que là, vous pouvez dépasser le cycliste à condition que vous chevauchiez la ligne blanche. Donc, on va revenir donc, sur la notion de chevauchement et de franchissement. Là, par exemple, dans ces petites animations, voilà. Vous pouvez dépasser le vélo si vous chevauchez la ligne. Par contre, si vous la franchissez, c'est-à-dire si les 4 roues sont à l'extérieur, alors ça c'est interdit. Par contre, si vous chevauchez, c'est-à-dire que vous avez toujours les 2 roues à l'intérieur de la voie, c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Et donc là, pour le coup, c'est autorisé, même avec une ligne blanche. Ensuite, deuxième question. Dans ce contexte, est-ce que je peux dépasser ce cycliste ? Si vous regardez bien, lorsqu'on regarde au loin, on a un virage très serré. En fait, on a une très mauvaise visibilité de ce qui se passe à environ 50 mètres. D'ailleurs, si vous regardez bien, et ça aussi on l'a vu à plusieurs reprises, on a ce qu'on appelle des balises à chevrons. Donc ces balises à chevrons vous avertissent d'un virage dangereux. Donc ici, on ne peut pas dépasser le cycliste. Certes, on est autorisé à dépasser par le marquage au sol, mais dans ce contexte de manque de visibilité, on ne pourra pas dépasser le cycliste. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D.
Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout ne te dis pas ah ben c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. La polyconsommation alcool-médicaments diminue. Réponse A, la vigilance. Réponse B, le temps de réaction. Réponse C, le champ visuel. Alors, la polyconsommation, ça veut dire consommer plusieurs drogues en même temps. Par exemple, des médicaments et de l'alcool. Donc, la polyconsommation va diminuer tout d'abord la vigilance et également le champ visuel. Par contre, effectivement, il aura un effet sur le temps de réaction, il va augmenter le taux de réaction. Donc, il ne va pas le diminuer. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 34. Je suis écomobile si. Réponse A, je roule moins vite pour consommer moins. Réponse B, j'utilise les transports en commun. Réponse C, je pratique l'écopartage. Réponse D, je désactive l'air conditionné dans ma voiture. Alors, cette question concerne le thème de l'environnement. N'oubliez pas, pour l'examen du code de la route, il y a 10 thèmes à connaître. Dans ce thème, on trouve les notions d'écomobilité. Alors, souvent, vous confondez écomobilité et écoconduite, qui sont deux choses différentes. L'écomobilité, c'est comment je me déplace, et l'éco-conduite, c'est comment je roule. Deux concepts différents. L'écomobilité, par exemple, c'est utiliser les transports en commun, pratiquer l'écopartage, pratiquer le covoiturage. Alors que l'éco-conduite, ça va être rouler moins vite, utiliser le frein moteur, désactiver l'air conditionné. Donc, ici, je suis écomobile si
j'utilise les transports en commun et je pratique l'éco-partage. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 35. Si je dépasse de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, j'encours. Réponse A, un retrait de 2 points. Réponse B, une amende seulement. Alors, si tu dépasses de 20 km/h la vitesse maximale autorisée, tu seras sanctionné par une amende et un retrait de 2 points sur ton permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Dans cette situation, je peux encore tourner à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Je continue tout droit. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si tu regardes bien le rétroviseur, on a une voiture qui va nous dépasser par la droite et qui est déjà dans la voie de droite. Donc ici, on ne peut plus tourner à droite. Est-ce que je dois continuer tout droit? Eh bien oui, car on n'a plus le choix. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 37. Ma batterie est déchargée. Je recharge ma batterie à l'aide d'un autre véhicule. Pour cela, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, tu vois, c'est une question importante de manière pratique, mais aussi parce que c'est des questions qui tombent de plus en plus lors des examens de la nouvelle réforme, donc des nouveaux examens du code de la route. Le plus simple ici, c'est que je t'apprenne en fait toutes les étapes pour pouvoir recharger ta batterie lorsqu'elle est déchargée à l'aide d'un autre véhicule. Et ça va te servir vraiment toute ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment recharger une batterie. Donc ici, on va voir comment on la recharge. Alors, ici, comme tu le vois dans ce schéma, à droite, il y a le véhicule qui n'est pas en panne, en fait, qui a le véhicule chargé, vous voyez, avec la batterie verte. Et à gauche, le véhicule avec une batterie déchargée, donc rouge. Alors, tout d'abord, on va, moteur éteint, tous les deux moteurs éteints, on va brancher la borne plus du moteur valide avec la borne plus du moteur du véhicule en panne. Deuxième étape, on va brancher la borne négative de la batterie qui fonctionne à la borne négative de la batterie qui fonctionne pas. Alors attention, parfois les bornes négatives ne sont plus accessibles, surtout dans les nouvelles voitures, dans les nouveaux véhicules. Donc vous le branchez sur n'importe quelle partie métallique de votre véhicule. Essayez de prendre une partie métallique qui n'a pas de peinture. Voilà. Plutôt des parties galvanisées même, ce serait beaucoup mieux. Alors, une fois que les raccords sont faits, on démarre la voiture qui a une batterie qui fonctionne. On attend quelques minutes. Et là, on démarre la voiture qui a la batterie déchargée. Donc, une fois que c'est fait, on laisse, vous laissez quelques minutes la batterie se recharger. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous retirez tout d'abord les bornes négatives, donc le fil noir,
Et ensuite, les bornes positives. En fait, vous faites l'inverse, tout simplement. Donc voilà comment on charge une batterie qui est déchargée. Donc ici, pour répondre à la question, donc la bonne réponse est la réponse A. Effectivement, je branche les bornes positives entre elles et les bornes négatives entre elles. Bien sûr, il faut respecter l'ordre qu'on vient de voir. Question numéro 38. Je viens de perdre 3 points suite à une infraction en période probatoire. Réponse A. Je vais recevoir une lettre 48N. Réponse B. Je suis dans l'obligation de passer un stage. Réponse C. Je récupère 2 points par an. Réponse D. Mon amende sera remboursée. Alors, durant votre période probatoire, la récupération de points est très particulière. Alors, par exemple, si tu perds 3 points, regarde bien ce document que tu trouveras dans la formation. Eh bien, tu recevras tout d'abord une lettre 48N. Cette lettre 48N te permettra de passer un stage qu'on appelle K2. C'est un stage obligatoire. Après ce stage, tu pourras récupérer tes points et être remboursé de l'amende. Par contre, peu importe le nombre de points que tu perdras durant ta période probatoire, tu ne pourras plus récupérer ces 2 points par an. Tes points vont rester figés. Donc ici, est-ce que je vais recevoir une lettre 48N ? Oui. Est-ce que tu seras dans l'obligation de passer un stage ? Oui. Est-ce que tu vas récupérer tes 2 points par an ? Ben non. Maintenant, tes points sont figés. Tu ne récupéreras plus tes 2 points par an. Est-ce que mon amende sera remboursée ? Bah oui, parce que tu seras dans l'obligation de passer un stage. Et quand tu auras passé ton stage, ton amende sera remboursée. Et tes points perdus, c'est-à-dire ici les 3 points, seront récupérés. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors là c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu ne connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser. Tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former.
Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je suis sur autoroute. La vitesse maximale d'un poids lourd est de A. 90 km/h, B. 110 km/h. J'ai passé ma période probatoire. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, vous devez savoir une chose. Sur autoroute, la vitesse maximale d'un poids lourd est de 90 km/h. Ça, c'est une obligation pour eux. Ensuite, deuxième question. J'ai passé ma période probatoire, je peux dépasser le camion. Alors, ici, on roule sur autoroute. N'oubliez pas ce document que vous pouvez retrouver dans la formation qui indique toutes les vitesses maximales selon les types de routes. Donc, je suis sur autoroute et en plus, j'ai passé ma période probatoire. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Le camion roule à 90 et moi, regardez, je roule à 122 km/h. Donc, effectivement, ici, je peux dépasser le camion. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 40. Le pourcentage de conducteurs ayant leurs 12 points est de réponse A 50%, réponse B 80%. Le pourcentage de conducteurs qui a leurs 12 points est de 80%. La bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.